Le succès financier a peu à voir avec l'intelligence et beaucoup à voir avec le comportement. Avez-vous déjà envisagé comment il se fait qu'une personne ayant de nombreux succès académiques finit par avoir moins de richesse que d'autres personnes qui n'ont même pas étudié? Le comportement humain est une variable déterminante dans la performance financière, que ce soit à l'échelle d'une économie nationale ou à la plus petite, comme vos finances personnelles. Mais en même temps, c'est l'aspect le plus difficile à analyser et à comprendre. Dans cette vidéo, je vais résumer les chapitres les plus importants d'un livre appelé « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel. Chapitre 1. Personne n'est fou. L'idée que nous avons de la façon dont le monde et l'argent fonctionnent a peu à voir avec ce qui se passe réellement dans le monde et beaucoup à voir avec ce que vous croyez à ce sujet. Et ce que vous pensez de la façon dont le monde fonctionne est fortement influencé par votre expérience personnelle. Et vos expériences personnelles dépendent de votre contexte immédiat. Par exemple, il est très probable qu'une personne vivant dans un pays en crise inflationniste ait des expériences très négatives avec l'épargne et ressente donc le besoin de tout dépenser le plus rapidement possible. Cependant, quelqu'un d'autre vivant dans un pays avec une monnaie stable pense différemment de l'épargne et adopte une perspective plus optimiste à ce sujet. C'est ainsi que deux personnes également intelligentes peuvent agir complètement différemment en ce qui concerne l'épargne et l'investissement. Chaque décision que les gens prennent avec leur argent est justifiée par les informations dont ils disposent à ce moment-là et est liée à leur modèle mental unique de la façon dont le monde fonctionne. Il semble que nous faisions tous des choses folles avec notre argent, mais personne n'est fou. Nos décisions monétaires sont basées sur des expériences uniques qui ne peuvent avoir de sens que pour nous à un moment donné. Astérisque. Chapitre 2. Chance et risque. Si vous interviewez des entrepreneurs à succès et leur demandez comment ils ont réussi, ils parleront sûrement de travail acharné et de nombreux sacrifices. C'est ainsi qu'ils expliqueraient leur succès. Et même si cela est vrai pour eux, l'autre face de la médaille est qu'il existe des variables invisibles qui peuvent être décisives. Deux d'entre elles sont la chance et le risque. Ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer. Cela signifie que l'effort n'est pas le seul ingrédient du succès. Par exemple, beaucoup de gens parlent du succès commercial et de l'innovation de Bill Gates. Il y a même ceux qui l'utilisent comme exemple à suivre. Mais Bill Gates a étudié à Lakeside, une école privée d'élite à Seattle. C'était la seule école avec un ordinateur dans les années 1960, le Teletype Model 33. Cela a beaucoup influencé l'intérêt de Bill Gates pour l'informatique. Il a même obtenu la permission de sauter des cours de mathématiques pour pouvoir se consacrer à l'informatique. Bill Gates lui-même a admis que s'il n'avait pas pu étudier dans une école d'informatique comme Lakeside, il n'y aurait pas eu de Microsoft. Gates n'était pas le seul élève brillant de l'école. Avec lui se trouvaient Paul Allen et Kent Evans. Ils étaient amis. On aurait pu penser que les trois étaient destinés à réussir. Mais Kent Evans est décédé prématurément dans un accident avant de terminer ses études. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des événements déterminants dans leur destinée qui n'étaient pas sous leur contrôle. Nous voyons les résultats, mais nous ne voyons pas la complexité derrière eux. C'est aussi le CA du risque. Nous ne sommes pas capables de mesurer les risques que les grands investisseurs ont pris. Nous ne savons pas combien de risques cet investisseur a assumé avec cette entreprise qui réussit aujourd'hui. Nous ne connaissons pas les dettes que cet homme d'affaires a contractées, pariant sur l'avenir au début de son entreprise. Ce n'est pas un problème simple. La difficulté à identifier ce qui est dû à la chance, ce qui est dû au talent et ce qui est dû au risque est l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous décidons de gérer notre argent. L'auteur donne 3 leçons qui peuvent nous aider. 1. Tout le succès n'est pas dû au travail acharné et tout l'échec n'est pas dû à la paresse. Gardez cela à l'esprit lorsque vous jugez les autres et lorsque vous vous jugez vous-même. Ne regardez pas les CA exceptionnels ou ne prenez pas d'exemples extrêmes. Plus le résultat est exceptionnel, moins il est applicable, car il est très probable que des résultats extrêmes aient été influencés par des CA extrêmes de chance ou de risque. 3. Rien n'est aussi bon ou aussi mauvais qu'il y paraît.
Supposer le rôle que joue la chance et le risque dans les résultats que nous obtenons nous aidera à nous pardonner et à laisser de la place pour continuer à essayer jusqu'à ce que le jeu soit en notre faveur. Chapitre 3. Jamais assez. Quand les riches font des choses folles, beaucoup de gens veulent devenir riches. Mais c'est très abstrait. Jusqu'où voulez-vous devenir riche? Combien est suffisant? Il y avait une fête sur une île organisée par un milliardaire à laquelle ont assisté deux écrivains, Kurt Vonnegut et Joseph Heller. Vonnegut a commenté que le milliardaire gagnait plus d'argent en une seule journée que Heller n'en gagnait avec son roman. Heller a répondu « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais, assez. Il y a un danger de ne jamais avoir assez. Les gens peuvent avoir tout, la richesse, des biens de grande valeur et du pouvoir, mais ils peuvent aussi prendre un risque et tout perdre parce qu'ils en voulaient plus. » L'auteur raconte l'histoire de Rajat Gupta qui a été orphelin pendant son adolescence, mais des années plus tard, il obtiendrait un MBA de Harvard et deviendrait le PDG de McKinsey Company. En 2008, la valeur de son patrimoine était estimée à 100 millions de dollars. Mais Gupta en voulait plus et il l'a prouvé. En 2008, lors de la crise de Goldman Sachs, Warren Buffett a décidé d'investir 5 milliards de dollars dans la banque pour l'aider à survivre. Comme Gupta était membre du conseil d'administration de Goldman Sachs, il a eu cette information avant le grand public. Il a donc décidé d'accepter secrètement d'acheter des actions de Goldman Sachs avant qu'elles ne montent, en raison de l'investissement de Buffett. Gupta a été arrêté pour délit d'initié. C'est ainsi qu'il a ruiné sa réputation et sa carrière, motivé par la cupidité de ne jamais avoir assez. Dans ce chapitre, l'auteur laisse quelques leçons importantes. 1. La compétence financière la plus difficile est de faire cesser le déplacement du but. Le but est fixé de plus en plus loin lorsque le goût pour plus de richesse et de pouvoir augmente plus rapidement que la satisfaction. Et c'est un signal d'alarme qui vous alerte que vous êtes probablement sur le point de prendre de plus en plus de risques de manière irrationnelle. Le véritable bonheur réside dans la satisfaction d'avoir assez, pas dans l'attente constante. La comparaison sociale est le problème. Se comparer aux autres est une torture inutile que vous devez éviter. Il y aura toujours quelqu'un obtenant de meilleurs résultats que vous. Il y aura toujours quelqu'un plus haut dans l'échelle. Vous comparer à eux vous volera votre joie. Courez votre propre course. 3. Il y a beaucoup de choses qui ne valent pas la peine d'être risquées, quel que soit le gain potentiel. La réputation n'a pas de prix. La liberté et l'indépendance n'ont pas de prix. La famille et les amis n'ont pas de prix. Être aimé par ceux que vous aimez n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Si vous voulez tout cela avec vous, vous devez savoir quand arrêter de prendre des risques qui peuvent nuire à toutes ces choses précieuses. Chapitre 4. La capitalisation. Il existe de nombreux livres sur l'investissement et beaucoup d'entre eux sont très bons, comme ceux qui parlent de la façon dont Warren Buffett a fait fortune grâce à ses investissements. La fortune de Buffett a atteint 86 milliards de dollars, sans aucun doute un investisseur phénoménal. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas perdre de vue. Buffett n'est pas seulement un bon investisseur, mais il a également été un bon investisseur depuis son enfance. C'est ainsi que plus de 90% de ses actifs ont été accumulés après l'âge de 50 ans. Le talent de Warren Buffett est l'investissement, mais son secret est le temps. C'est ainsi que fonctionne la capitalisation. La leçon que l'auteur veut enseigner dans ce chapitre est que le bon investissement ne consiste pas nécessairement à obtenir les rendements les plus élevés. Les rendements les plus élevés tendent à être des coûts uniques qui ne peuvent être répétés. Le bon investissement consiste à obtenir des rendements assez bons auxquels vous pouvez adhérer et qui peuvent être répétés pendant de longues périodes. Et comme Charlie Munger l'a dit, la première règle de la capitalisation est de ne jamais l'interrompre inutilement. Les intérêts composés ne sont pas comme planter un arbre. En 1 an, vous ne verrez pas beaucoup de progrès. En 10 ans, vous remarquerez la différence. Et en 50 ans, vous aurez créé quelque chose d'extraordinaire. Mais restez debout tout.
Ce temps nécessite de survivre aux hauts et aux bas imprévisibles de la vie que nous connaissons tous au fil du temps. Chapitre 5. Devenir riche versus rester riche. De nombreux gourous financiers parlent de comment devenir riche, ce qui en a fait un sujet ennuyeux pour beaucoup de gens. Mais il y a une autre chose qui est souvent perdue de vue. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler un certain montant de capital, mais de maintenir votre richesse dans le temps. L'auteur soutient qu'il n'y a qu'une seule façon de rester riche, une combinaison de frugalité et de paranoïa. La frugalité signifie utiliser vos ressources judicieusement. Rester riche exige que vous ayez de l'humilité et la peur que ce que vous avez gagné soit pris ou perdu. Chapitre 6. Vous pouvez vous tromper la moitié du temps et quand même faire fortune. Dans ce chapitre, l'auteur raconte l'histoire de Heinz Berggruen, qui est devenu admiré pour son flair dans l'investissement dans l'art. Il a réussi à constituer une collection d'œuvres d'art précieuses. Mais la réalité est que ce n'était pas un pur génie. Berggruen a acheté de grandes quantités d'art. Et de tout cela, seule une petite partie est devenue de l'art précieux. Cela signifie que Berggruen s'est trompé la plupart du temps. Cependant, il a réussi à faire le bon choix. Si vous voulez vous aventurer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, vous devez comprendre que beaucoup de choses dans le monde se conforment à la règle des 80-20, également connue sous le nom de principe de Pareto. Les investisseurs expérimentés et les grandes entreprises s'attendent à ce que sur 100% de leurs décisions d'investissement, 80% échouent. Si vous voyez quelque chose qui a obtenu des résultats extraordinaires ou qui est devenu célèbre et influent, vous devez comprendre que c'est un événement parmi des milliers ou des millions. C'est le marché boursier. La plupart échoueront. Certains réussiront bien et seuls quelques-uns généreront des rendements incroyables. Selon l'auteur, Warren Buffett a admis qu'il avait possédé des actions dans plus de 400 entreprises différentes au cours de sa vie, mais les gains les plus significatifs provenaient de seulement 10 d'entre elles. De nombreuses grandes entreprises comprennent cette réalité de la vie. Par exemple, si vous examinez toutes les séries que Netflix a produites, vous verrez que seules quelques-unes d'entre elles ont connu un succès significatif. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez accepter qu'il est normal que de nombreuses choses échouent ou tournent mal. Chapitre 7. Liberté. L'auteur raconte une histoire sur comment un jour il voulait devenir banquier d'investissement parce qu'il gagnait beaucoup d'argent et il pensait qu'il serait heureux une fois qu'il travaillerait là-dessus. Lorsqu'il a réussi à travailler en tant que banquier d'investissement, dès le premier jour, il a compris pourquoi il gagnait beaucoup d'argent. Il travaillait plus dur et pour des heures plus contrôlées que n'importe quel être humain ne pourrait supporter. L'auteur dit que, bien que dans ce travail il se sentait important et bien payé, il est venu un moment où il ne tolérait plus d'être devenu l'esclave de son patron, car il était forcé de travailler chaque seconde de la journée de travail. Ce furent les jours les plus misérables de sa vie. Il n'a pu travailler ainsi que pendant un peu plus d'1 mois. Peu importe à quel point vous aimez votre activité, si elle se transforme en quelque chose qui prend le contrôle de votre temps, vous finirez par la détester. La forme la plus élevée de richesse est la capacité de se réveiller chaque matin et de dire « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui ». On entend tout le temps des gens dire qu'ils veulent être heureux, mais le bonheur est complexe car nous sommes tous différents. Mais il y a un dénominateur commun, le carburant universel de la joie et la capacité de contrôler sa propre vie. Il y a des opportunités tentantes de gagner de l'argent, mais beaucoup sont des pièges dont il peut être difficile de s'échapper. Ne tombez pas dans le cycle sans fin de gagner plus en perdant l'une de vos valeurs les plus précieuses. La liberté, la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, n'a pas de prix. Chapitre 9. La richesse est ce que vous ne voyez pas. Quelqu'un peut sembler riche, mais il est impossible de le savoir avec certitude au premier coup d'œil. Vous pourriez ne voir que la pointe de l'iceberg. Ne soyez pas tentés par ceux qui étalent leur richesse. Il semble stupide de le dire,
Mais le seul moyen d'accumuler de la richesse est de ne pas la dépenser. Souvent, lorsque les gens disent qu'ils veulent être millionnaires, ce qu'ils veulent vraiment, c'est dépenser 1 million de dollars. Mais dépenser 1 million de dollars est littéralement le contraire d'être millionnaire. La richesse est cachée. La richesse est un revenu qui est épargné, non dépensé. La richesse est l'optionnalité, la flexibilité et la croissance. La richesse est la capacité d'acheter des choses si nécessaire. Dépenser de l'argent pour montrer aux autres combien d'argent vous avez est le moyen le plus rapide d'avoir moins d'argent. Chapitre 13. Marge d'erreur. Si vous n'êtes pas capable d'imaginer la possibilité de votre échec, vous échouerez. Parce que le véritable échec viendra lorsque vous ne saurez pas comment faire face à un revers dans vos projets d'entrepreneuriat et d'investissement. Comment affronter l'adversité si vous n'avez jamais envisagé la possibilité ou ne vous y êtes pas préparé? Mettre tous vos œufs dans le même panier d'investissement signifie que vous prenez trop de risques en pariant sur une seule option. Si vous ne diversifiez pas votre portefeuille d'investissement, cela signifie que vous ne laissez pas de marge d'erreur, c'est-à-dire que vous ne serez pas prêt à un résultat défavorable, et c'est le véritable échec. Si quelque chose peut se casser, il se cassera. Ainsi, si vous mettez beaucoup de choses, en fonction des performances d'une seule, vous comptez les jours jusqu'à la catastrophe. Une des plus grandes erreurs avec l'argent est de compter uniquement sur le salaire pour financer les besoins de dépenses à court terme, sans épargne pour vous protéger des dépenses imprévues à l'avenir. Nous aimons penser que nous économisons pour quelque chose de certain, comme l'achat d'une voiture ou la retraite, mais la réalité est que nous ne savons pas ce qui se passera demain, et nous ne pouvons pas être sûrs de où nous dépenserons nos économies. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas planifier. Cela signifie que vous devriez laisser une marge d'erreur tout en planifiant. Chapitre 14. Vous changerez. Planifier à long terme semble plus facile qu'il ne l'est en réalité, car tout change avec le temps. Vous et moi changerons dans 10 ans. Le monde changera aussi. Cela ne devrait pas être un obstacle à l'élaboration de plans pour l'avenir, mais un avertissement qui vous aide à le faire avec la prudence et la sagesse nécessaires pour éviter les regrets futurs. L'auteur raconte l'histoire d'un ami qui, pendant son adolescence, disait toujours qu'il rêvait d'être médecin. À cette époque, il était facile de conclure qu'il ne le pourrait pas, mais il l'a fait avec beaucoup d'efforts. Il y a quelques années, l'auteur a rencontré à nouveau cet ami qui est maintenant médecin, mais il s'avère que maintenant, cet ami qui s'est battu pour son rêve d'être médecin regrettait d'avoir choisi cette carrière, disant que c'était horrible. En psychologie, il y a un terme appelé « illusion de la fin de l'histoire » qui signifie que les gens sont très conscients de combien ils ont changé dans le passé, mais sous-estiment combien leur personnalité, désirs et objectifs sont susceptibles de changer dans le futur. La réalité est que vous changerez. Vous ne cesserez jamais de changer. De même avec votre contexte. Il changera et des décisions qui semblaient correctes dans le passé peuvent finir par paraître folles dans le futur. Pensez à cela lorsque viendra le moment de planifier vos finances à long terme. Chapitre 15. Rien n'est gratuit. Tout a un prix, mais tous les prix n'apparaissent pas sur les étiquettes. La clé pour prendre des décisions financières est de comprendre quel est ce prix et si vous êtes prêt à le payer. Quel est le prix du succès? Êtes-vous prêt à le payer? Avant de prendre cette décision, considérez que la plupart des choses sont plus faciles en théorie qu'en pratique. Pour réussir en tant qu'investisseur, vous devrez payer un prix, mais vous ne le paierez pas avec de l'argent. Vous le paierez avec l'incertitude, le doute et la peur liées à la volatilité du marché. Vos gains d'investissement ne sont pas gratuits et ne le seront jamais. La volatilité et l'incertitude sont le prix d'entrée et les frais à payer dans ce monde. Le secret est de l'accepter et de le considérer comme faisant partie du contrat et de vous convaincre que le prix en vaut la peine. Voulez-vous commencer quelque chose? D'abord, découvrez quel est le prix et payez-le. Chapitre 16. Vous et moi. Vous et moi avons des agendas différents et nos agendas sont conçus à partir de notre vision du monde, guidés par nos propres incitations.
Prenez ceci comme un avertissement lorsque vous suivez les conseils ou les traces d'autres personnes. Dans l'histoire, de nombreuses bulles financières ont eu lieu, causant des dommages incommensurables à la richesse de nombreux investisseurs et ruinant des familles entières. Un dénominateur commun à toutes les bulles financières est que ces investisseurs suivent innocemment les signaux d'autres investisseurs qui jouent un jeu différent du leur et tombent inévitablement dans un piège. Les investisseurs à long terme et les investisseurs à court terme ont des agendas différents. Soyez prudent à ce sujet lorsque vous prenez des décisions d'investissement en fonction des actions de quelqu'un d'autre. Face à cela, l'auteur recommande de faire tout son possible pour identifier le jeu auquel vous jouez. Chaque investisseur doit choisir une stratégie qui a le meilleure chance de répondre avec succès à ses objectifs. Chapitre 10.7 La séduction du pessimisme. Avez-vous remarqué que beaucoup de gens semblent montrer beaucoup d'intérêt pour les messages tragiques des prophètes du désastre? C'est comme si les gens aimaient entendre que le monde va en enfer. Le pessimisme est à l'ordre du jour. Cela est dû au fait que le pessimisme semble plus intelligent. L'auteur a mentionné le moment où le Wall Street Journal a publié un article écrit par un professeur russe. L'article ressemblait à un film dystopique, avertissant qu'en 2010, les États-Unis d'Amérique seraient divisés, l'Alaska passerait sous le contrôle russe, la Californie deviendrait la République de Californie et serait sous l'influence chinoise, et d'autres prophéties apocalyptiques. Cet article a été publié à la une de journaux prestigieux. Le pessimisme est naturel et évolutif, puisque les organismes qui considèrent les menaces comme quelque chose d'urgent sont plus susceptibles de survivre et de se reproduire. Cependant, l'optimisme est le meilleur pari pour la plupart des gens, car le monde a toujours tendance à s'améliorer pour la plupart des gens, la plupart du temps. La réalité est que le désir de survivre et la recherche du profit poussent les gens à chercher des solutions au milieu de l'adversité. Dans un contexte de nécessité, l'innovation apparaîtra, car la nécessité est la mère de toute innovation. Imaginez que vous êtes au Japon, quelques jours après avoir été détruit par la défaite de la Seconde Guerre mondiale, et que vous lisez un article qui dit que le Japon deviendrait l'une des principales économies mondiales. Que penseriez-vous? Vous y croiriez peut-être, ou peut-être le verriez-vous comme un cliché optimiste, mais c'est devenu réalité. Le Japon a réussi à se redresser et à devenir une puissance mondiale, après avoir touché le fond. Comme vous pouvez le voir, tôt ou tard, des solutions apparaîtront en réponse aux problèmes et aux adversités d'un peuple. C'est l'un des principaux moteurs de la reprise économique et un aspect souvent ignoré par les pessimistes. Sans optimisme, il est impossible pour les gens de créer des solutions aux problèmes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres résumés de livres financiers, alors consultez la playlist que vous voyez à l'écran en ce moment et dites-nous en commentaire les livres que vous aimeriez qu'on fasse leur résumé. Merci de regarder.